secondes que c'est prêt. Recording is on. L'enregistrement YouTube, enfin, la vidéo YouTube commencera avec ça, tu vas être ravi. Allez, vas-y, c'est parti. Ok, bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Xavier Coiffard. Ça fait à peu près 13 ans que je bosse dans la tech. J'ai commencé en 2007-2008 comme développeur. Passé beaucoup de temps en freelance. Et puis j'ai rejoint une startup qui était en fait une filiale de Auchan, dans lequel j'étais lead dev. Et puis un jour, on m'a dit si tu veux, peut-être on va ouvrir une succursale aux US. On voudrait ouvrir le marché US. Donc tout de suite, j'ai levé la main et j'ai dit moi j'y vais quand vous voulez. Et comme ça, fin 2016, je me suis retrouvé dans un accélérateur de start-up où j'en ai pris plein la tronche, j'ai appris plein de trucs. Et en plus, fun fact, j'étais dev donc, et je devais partir avec quelqu'un qui était plutôt orienté business. Et en fait, il est jamais venu, ce qui fait qu'on a fait l'accélérateur ensemble, mais qu'ensuite, l'année suivante, où vraiment on devait ouvrir le marché, j'étais tout seul, donc je me suis retrouvé à faire la tech, à manager l'équipe tech qui était restée en France, mais je faisais aussi le sales, le marketing, je faisais aussi les embauches et tout, donc j'ai appris plein de trucs. Et ça m'a surtout ouvert les yeux sur l'importance du produit, qui était en fait relativement minime, et l'importance aussi du marketing et apprendre à faire les deux. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai mis le nez dans le marketing et les sales. Puis ensuite, pour les problèmes de visa, je suis rentré en France. Puis j'étais employé et cofondateur de start-up. Et il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, en septembre 2020, ouais, ça, en septembre 2020, j'ai quitté la startup dans laquelle j'étais pour devenir indie hacker. C'était un peu une rupture pour moi. J'aime toujours beaucoup le milieu de start-up, mais j'avais envie de faire un peu autre chose et de vraiment changer, plutôt que de me concentrer sur un produit à fond pendant plusieurs années, sans vraiment penser aux revenus et à la façon de le vendre. J'avais envie de faire tout l'inverse, et du coup, je me suis mis dans un challenge de shipper 6 produits en 6 mois, donc un produit par mois, avec la contrainte d'avoir des revenus au bout de ces 6 mois, parce qu'en gros, j'avais plus que 6 mois de runway, donc il fallait que j'ai de l'argent à la fin des 6 mois. Donc, contrainte numéro 1, avoir du revenu. Contrainte numéro 2, en faire un par mois. Et contrainte numéro 3, moi, ce que je voulais faire avec tout ça, c'était apprendre à lancer, apprendre à faire du marketing, apprendre à fail aussi, à me dire ce produit-là, c'est de la merde, je le mets à la poubelle tout de suite. Et donc, je me suis mis comme contrainte aussi de mettre 50% de marketing, 50% de build. Donc, en gros, je mettais une semaine, 2 semaines à construire quelque chose avec du no-code. Et après, j'essayais de pousser pour voir si ça marchait. Si ça marchait, je continuais. Si ça marchait pas, je mettais à la poubelle. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait depuis les 6 premiers mois de mon aventure indie hacker. Et puis ensuite, depuis la rentrée, là, en gros, j'en ai conservé 3 des produits. Donc j'en ai un qui est un template Notion qui justement sert à dépiler tous les canaux d'acquisition qu'on peut trouver et à avoir ses premiers utilisateurs, qui s'appelle User Booster. Le deuxième, c'est une communauté privée qui s'appelle Marketing for Makers, qui donc regroupe des makers qui veulent apprendre le marketing. Et le troisième, c'est Pipe Social, qui est un SaaS, un CRM pour Twitter. Je vois qu'il y a une question de Muriel sur les outils no-code. Donc j'ai fait du Notion, j'ai fait du Airtable, j'ai joué aussi avec Bubble pour un produit qui n'a pas marché, que j'ai jeté. Et j'ai fait un job board qui s'appelle remotefr.com, qui ne fonctionne pas vraiment, qui tourne toujours et qui est sur un back-end Airtable avec un front qui s'appelle Table2Site, qui est un petit outil no-code qui permet de faire un site simple à partir d'une board no-code. Voilà, slide suivante s'il te plaît. Du coup, j'ai mis ce slide-là parce qu'en général, du coup, ça fait plus d'un an que je traîne maintenant dans la communauté Indie Hacker, Indie Makers, et on est en général plutôt des gens qui arrivent assez facilement à passer de j'ai une idée à je commence à construire un truc, parce qu'en général, on est soit des devs, soit des gens qui ont des appétences particulières à construire des geeks, on aime bien les outils, tous ces trucs. Donc, commencer à construire, c'est en général assez facile pour nous. Réussir à finir la construction du truc, c'est déjà un peu plus compliqué de garder le rythme. Mais surtout, il y a beaucoup de gens que moi j'ai rencontrés qui en fait ont des produits qui sont des fois géniaux et qui en fait ont du mal à le vendre parce que soit ils trouvent que c'est mal de faire du marketing, soit ils trouvent que ils savent juste pas comment faire, où je vais chercher mes clients, comment est-ce que je fais pour avoir les premiers utilisateurs et tous ces trucs-là. Donc ce talk-là, c'est un peu, on va essayer de dépiler un peu vite, parce qu'en 20-30 minutes, c'est un peu une overview, mais l'idée c'est d'essayer de dépiler pour que vous ayez des clés
pour savoir au moins où creuser. Petit disclaimer, dans ce talk, je l'ai disposé un peu en deux parties. Il y a tout ce qui est court terme, c'est le slide après, et tout ce qui est long terme. Ça se mélange un petit peu, mais c'est parce qu'il y a vraiment deux stratégies qui sont à mettre un peu l'une à côté de l'autre, même si on peut toujours utiliser des éléments de la première partie dans la deuxième partie. Mais en gros, tout ce que j'appelle court terme, c'est je lance, en fait. Donc c'est juste montrer aux gens que le produit existe, qui va nous permettre de ramener des pics de trafic, d'avoir les premiers utilisateurs et tout ça. Mais ça ne nous permettra pas d'avoir une croissance ou un momentum qui dure, qui va vraiment sur la durée. Et là, on utilisera plutôt les outils de la deuxième partie. Et en fait, slide suivant, s'il te plaît. J'ai mis ce slide un peu par provocation. Mais en gros, vos premiers utilisateurs, ça vient de votre audience. Pour vous donner un exemple, mon cinquième produit, Pipe Social, qui est le CRM pour Twitter, pour avoir mes 100 premiers utilisateurs, j'ai juste envoyé un tweet en disant hey, je suis en train de faire un CRM pour Twitter pour gérer vos messages privés. Si vous voulez vous inscrire ici, allez-y. Et j'ai eu une centaine d'inscrits tout de suite. Donc ça, c'est le luxe. Quand on a bossé une audience avant et qu'on a une audience qui correspond en plus au produit qu'on veut lancer, c'est assez simple. Mais en fait, ça arrive relativement peu souvent. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est toujours d'aller chercher une audience. Et si c'est pas la vôtre, si vous n'avez pas la chance d'avoir une audience qui correspond, ou si vous n'avez pas encore bossé une audience quelque part, on va aller chercher l'audience des autres, en fait. Et vous allez voir que les premiers stratégies court terme, c'est vraiment ça, quoi. Petite note sur le côté. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé en 2007-2008 et à l'époque, je bloguais beaucoup. J'avais déjà mon compte Twitter date de 2008, donc c'est un vieux compte Twitter. Je partageais beaucoup de choses sur les news. Je bloguais 2 à 3 fois par semaine. Et en fait, à cette époque-là, donc de 2008 à 2011, j'avais beaucoup de trafic, j'avais un bon réseau et tout ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, je suis parti vers d'autres technos. Et puis après, je me suis mis comme employé. Et j'ai complètement arrêté et de bloguer et de tweeter. Et en fait, c'était une vraie erreur. Parce que même si c'est pas pour construire une audience, construire sa marque perso, en fait, personne ne le fera pour vous. Donc, je ne peux que vous encourager à le faire et surtout à le continuer au fil des années parce que c'est vraiment hyper important. Comme moi, je suis passé du coup d'employé à entrepreneur, je me suis retrouvé avec une vieille audience qui correspondait plus du tout à ce que je faisais et en fait, j'ai recommencé à zéro. Il y a de ça environ 1 an, j'ai vraiment recommencé à zéro, quoi. Donc, le premier canal d'acquisition qu'on va pouvoir aller chercher quand on commence et quand on lance un nouveau projet, c'est les médias sociaux, évidemment. Alors moi, j'ai un amour particulier pour Twitter. J'adore ce réseau social depuis très longtemps. En plus, il correspond assez bien à ce que je fais. Je fais plutôt des outils pour les entrepreneurs ou plutôt du B2B. D'ailleurs, ce talk-là sera plutôt B2B. J'ai pas une grosse expérience dans le B2C. Si vous faites une app et que vous voulez le vendre vraiment au grand public, je suis pas sûr que ce que je vais montrer là va vraiment correspondre. Mais sur du B2B ou si vous vendez à des créateurs, des choses comme ça, Twitter, c'est vraiment génial. Et c'est vraiment la première chose à faire, je pense. Commencer tout de suite par, même dès qu'on a l'idée, créer un compte Twitter si vous n'en avez pas un. Si vous en avez un, réactivez-le. Et commencez à parler de votre idée, à échanger. Et puis à pousser quelque chose, à montrer quelque chose, à parler de quelque chose dès le premier jour, en fait. Pour grossir un peu l'audience de son compte Twitter et pour pouvoir l'utiliser pour avoir ses premiers utilisateurs et puis le transformer en canal d'acquisition, il faut essayer d'utiliser Twitter d'une manière plutôt professionnelle. Donc pour faire ça, en fait, c'est pas plus compliqué que de l'utiliser normalement, c'est juste que on va être très focus, donc on choisit une niche qui correspond, si possible, au produit qu'on est en train de monter, et on s'y tient. Moi, quand je tweete que sur 3 thèmes à peu près, c'est-à-dire le marketing, les startups et le indie hacking. En gros, ça tourne autour de ça. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais quand je tweete à côté de ce truc-là, j'ai quasiment pas d'engagement du tout. Donc on choisit un thème et on s'y tient. Et puis ensuite, si on n'a pas beaucoup d'audience et qu'on n'a pas grand monde, pas beaucoup d'audience, ouais. On va aller chercher les influenceurs. Donc, par influenceur, je ne veux pas dire des gens avec des millions de followers, c'est pas ce que je veux dire, mais plutôt des gens qui commencent à avoir peut-être je sais pas, 10 000 followers ou plus. Donc, des micro-influenceurs, on va dire.
de notre niche, on les suit, et puis on suit tous les gens qui font la même chose que nous à peu près, et puis et on interagit. J'aime bien dire que il faut à peu près, si vous passez 80% de votre temps à interagir, et après 20% de votre temps à publier du contenu, c'est pas mal. Il faut vraiment interagir beaucoup avec les gens, ça va vous permettre de faire des connaissances, faire du réseau, faire des potes peut-être, et puis en fait, ça va faire remonter votre contenu dans la timeline des autres. Et donc, on essaie d'interagir tous les jours, et on essaie de tweeter aussi tous les jours. Donc, moi, j'essaie de poster par exemple 2 tweets par jour. Voilà, plus je sais pas combien de réponses par jour, peut-être 20 ou 30 réponses par jour au minimum. Un petit truc qui peut être intéressant, je vous disais que vous pouvez commencer dès le premier jour. Vous pouvez utiliser un truc qui s'appelle le petit hashtag que j'ai mis tout en bas, Build in Public, qui permet en fait c'est un petit hashtag où les gens, duquel les gens se regroupent quand ils construisent leurs produits. Et donc ça permet de construire le produit en public, c'est-à-dire de publier ce que vous faites au fur et à mesure de l'avancement. Et ça va vous créer un petit momentum qui va permettre de gagner un peu de followers et un peu d'audience. Ça, c'est pour les médias sociaux. Vous pouvez faire la même chose. Donc là, j'étais très autour de Twitter, mais vous pouvez faire la même chose avec Instagram. Je connais pas TikTok, mais j'imagine que vous pouvez faire la même chose avec TikTok. Enfin voilà, tous les médias sociaux, c'est toujours à peu près la même chose. Focus, on interagit beaucoup avec les gens et puis on essaie de poster du contenu régulier et du contenu de qualité et ça va finir par fonctionner. Ensuite, le deuxième truc sur lequel vous pouvez aller chercher vos premiers utilisateurs et que vous allez pouvoir utiliser comme canal d'acquisition à la fois sur du court terme pour lancer, pour faire du pré-lancement, et puis ensuite après on verra pour du contenu, c'est les communautés. Encore une fois, c'est toujours la même stratégie. Si on n'a pas d'audience ou si on n'a pas suffisamment d'audience, eh ben on va aller chercher les audiences des autres. Et typiquement, tous les membres d'un forum, on peut considérer ça comme une audience. Donc l'idée, ça va être d'aller réfléchir à quel est votre client type et de réfléchir à où est-ce qu'il va en ligne, en fait, où est-ce qu'il passe son temps, où est-ce qu'il va chercher ses informations, à quelle communauté est-ce qu'il appartient, et d'aller dans ces communautés-là et de montrer votre produit, en fait. Ça paraît tout bête, mais c'est relativement efficace. Alors, je ne sais pas si tout le monde dans la salle connaît Reddit. Reddit, c'est un forum, un énorme forum, on va dire, qui est divisé en sous-parties qu'on appelle des subreddits. Et il y a des subreddits sur à peu près tout. Maintenant, c'est tellement Reddit est devenu complètement immense. Donc, il y a des subreddits sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, sur la plongée, sur les mèmes, sur la programmation, sur n'importe quel langage de programmation, sur le vélo. Enfin voilà, donc il y a de grandes chances que quel que soit le produit que vous fassiez, vous puissiez trouver un subreddit qui corresponde, ou voire même plusieurs. Et donc, je vous incite très fortement à aller faire un coucou sur Reddit pour dire hey, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours plutôt efficace. Après, tout ce qui est évidemment Facebook Groups aussi, pareil. Facebook, c'est devenu complètement énorme. On en pense qu'on en veut, mais des Facebook Groups, il y en a sur tout et n'importe quoi. Et alors, il y en a qui sont plus ou moins efficaces, mais encore une fois, ça vaut le coup d'aller chercher l'audience de ces Facebook Groups qui sont hyper niches, hyper targetés sur votre produit et d'aller faire un coucou. On trouve des annuaires aussi sur les communautés Slack et Discord. Même chose, Slack et Discord. Il y a pareil, il y en a sur plein de thèmes. Il y en a beaucoup de communautés qui sont sur Slack et Discord. Allez faire un coucou, ça mange pas de pain. Et sur les forums. Pour vous donner un exemple, donc je disais tout à l'heure que j'ai monté un job board qui s'appelle RemoteFR, qui est donc un job board orienté sur les jobs 100% en télétravail. Le job board fonctionne pas vraiment, donc je l'ai mis plus ou moins en pause, enfin disons qu'il est en autopilote. Par contre, j'ai créé un podcast sur le côté, parce que j'avais envie de faire un podcast depuis très longtemps. Et donc, mon premier réflexe, ça a été de partager mes épisodes de podcast pour les faire connaître sur mon Twitter. Et en fait, ma communauté Twitter, elle n'est pas francophone, elle est plutôt anglophone, elle n'est pas hyper sensible au remote. Et mon podcast est quand même plutôt développeur orienté. Et ma timeline Twitter, pas vraiment. Ce qui fait que j'ai quasiment pas d'engagement. J'ai quasiment aucune traction qui vient de Twitter sur mon podcast, alors que sur mes produits, Twitter est mon premier canal d'acquisition. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher dans Reddit les subreddits qui parlaient de podcast, qui parlaient de programmation en français, de podcast en français. J'ai été chercher les forums où les développeurs, les forums francophones où les développeurs allaient, donc par exemple Hacker News ou le journal du hacker, ce genre de trucs.
j'ai posté, et en fait maintenant tout mon trafic quasiment, il vient de ces quelques forums subreddit, en fait, bêtement. Donc voilà, allez chercher, essayez de trouver les communautés où vos utilisateurs potentiels sont, et faites un coucou en disant hey, salut, j'ai fait ça. Faites une démo du produit, ou essayez de commencer à créer du contenu, et vous verrez que vous arriverez à récupérer vos premiers utilisateurs. Et enfin, troisième truc, pareil, je l'ai mis ici. Ça peut être un bon moyen de commencer. En fait, tout dépend de votre audience et de la niche si c'est une petite niche ou une niche vraiment grosse. Si c'est une petite niche, les emails et toute la stratégie autour de cold outreach, donc le démarchage à froid, j'imagine on dit ça. Vous allez pouvoir le faire au début. Si c'est une niche qui est relativement grosse, vous pouvez continuer à le faire et ça va pouvoir alimenter et devenir un canal d'acquisition assez intéressant. Donc, comment est-ce que moi je fais ça? Je vais sur LinkedIn. LinkedIn a un outil pro qui s'appelle Sales Navigator, qui permet en fait de chercher des profils. Donc et c'est hyper précis. Vous pouvez choisir le titre du mec, savoir si je sais pas, il est CTO, s'il est lead dev, s'il est chef de marketing, peu importe. Hein, c'est hyper précis. Vous pouvez choisir le pays directement. Vous pouvez choisir la grosseur de la boîte dans laquelle il est, et vous pouvez choisir même, je crois, que l'ancienneté du poste. Et en fait, ça va vous sortir une liste de tous les gens qui correspondent au filtre. Et avec un outil qui s'appelle snuff.io, il y en a plein d'autres, à partir de cette liste-là, vous pouvez récupérer les emails des gens. Alors, moi, je fais ça pour LinkedIn parce qu'encore une fois, j'aime bien le B2B, mais il y a un outil qui s'appelle Phantom Buster qui permet de scraper plein de trucs. Vous pouvez scraper des listes des gens qui sont par exemple sur les Facebook groupes, vous pouvez récupérer les emails. Vous pouvez scraper des emails depuis Instagram, vous pouvez scraper les emails par exemple depuis Product Hunt, tous les gens qui ont upvote, vous pouvez récupérer tous les profils et récupérer les emails. Enfin, voilà, il y a plein de façons de récupérer les emails, de façon plus ou moins sale d'ailleurs. Moi j'aime bien faire LinkedIn, c'est hyper précis. Et ensuite, une fois que vous avez cette tonne d'emails, vous allez chercher un outil qui s'appelle Lemlist et qui permet de créer des séquences de mails et qui permet d'envoyer par exemple 3 à 4 emails à la suite. Vous envoyez le premier mail, si la cible n'a pas répondu au premier, vous lui renvoyez un mail 3 jours après, s'il n'a pas répondu, vous renvoyez un mail 4 jours après, et ainsi de suite. Et ça va vous permettre d'avoir vos premiers utilisateurs et tester un petit peu votre audience, tester votre message, tester plein de trucs. Un truc sur les mails, parce que je vois qu'il y a Alex qui râle et qui dit que c'est un peu du spam. L'idée des emails, c'est pas de spammer, vraiment pas, parce que si vous récupérez, je sais pas, 3000 emails et que vous balancez le même mail à tout le monde en mode bourrin, ça va pas fonctionner, vous allez vous faire dégager. L'idée, c'est vraiment de récupérer des listes de mails et de faire des mails et de faire du mailing ultra personnalisé pour que vraiment vous essayiez d'apporter de la valeur à la personne à qui vous envoyez le mail. Et c'est la façon dont vous aurez le meilleur taux de réponse, et c'est aussi la façon dont vous aurez le meilleur engagement, quoi. Encore une fois, dans le mail, à la fin, en fonction de l'état d'avancement dans lequel vous êtes, soit vous pouvez faire ça directement sur une landing page, vous n'avez même pas le produit, juste pour valider votre idée, vous mettez une idée sur une landing page, vous mettez un bouton, vous envoyez 200 mails, vous voyez combien il y a de gens qui sign up, ou qui cliquent sur le bouton, pour voir si ça valide ou pas. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin, demander un call, enfin peu importe, en fonction de l'avancement. Donc voilà, vous répétez ces étapes-là, l'étape 1, 2 et 3, jusqu'à ce que vous ayez commencé à avoir une audience pour le coup. Et ensuite, on peut lancer. Donc moi, j'aime bien dire que le lancement, c'est à partir de... Tu peux changer de slide, s'il te plaît, Martin? Le lancement, c'est à partir de quand vous commencez à avoir peut-être plusieurs centaines de followers ou de gens sur votre newsletter ou de gens sur vos waiting list ou ce genre de trucs. Vous commencez à avoir un peu de traction, vous avez peut-être itéré plusieurs fois déjà sur votre produit, vous commencez à avoir un produit qui tient un peu la route, vous pouvez lancer. En général, nous, on lance sur Product Hunt, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je ne l'ai pas mis tout au début et je ne le mets pas non plus comme un canal d'acquisition parce qu'en fait, Product Hunt, ça ramène beaucoup de trafic, ça peut ramener beaucoup de chiffre d'affaires aussi, mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut reproduire vraiment. On le fait une fois, on peut le refaire peut-être dans 6 mois si on a une nouvelle feature, mais on peut pas launcher sur Product Hunt toutes les semaines ou même tous les mois. On va se faire taper sur les doigts assez vite par la communauté d'ailleurs. Donc voilà, une fois que vous avez commencé à avoir une audience un peu conséquente, on lance et on voit ce que ça donne.
Et normalement, si vous avez bien fait votre travail, ça devrait fonctionner à peu près. Et ensuite, on arrive à l'étape suivante, et qui est en fait l'étape la plus compliquée, parce qu'en fait, lancer, c'est relativement simple. Avoir ces 500 premiers users ou peut-être 200 premiers users, c'est en fait assez facile. Il suffit juste de faire une liste énorme de tous les endroits, toutes les techniques que vous pouvez faire. Vous les faites toutes. C'est ingrat, mais ça fonctionne. Et vous dites coucou à chaque fois. Vous allez avoir des sign-up probablement si vous résolvez un vrai problème. Mais le vrai challenge, c'est après le lancement. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir la croissance? Comment est-ce qu'on garde le momentum? Comment est-ce qu'on fait que en fait, les gens qui vous ont vu lancer ne vous oublient pas dans 2 mois, dans 3 mois? Et comment est-ce qu'on arrive à avoir une courbe qui continue? Et donc pour ça, on va rentrer dans les techniques un peu plus long terme. Et la première de toutes, c'est le contenu, donc c'est le SEO. Martin, t'es là ou pas? Ouais, donc c'est le contenu. À mon avis, c'est la vraie, presque même ouais, c'est une des seules techniques qui fonctionne le mieux sur le long terme, vraiment. C'est ingrat à faire, mais c'est assez magique. Donc c'est créer du contenu, 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 le faire avec un plan. Donc vous allez targeter les mots-clés qui sont pas trop encombrés encore sur Google et qui sont relatifs à votre niche. Et vous allez créer des articles de blog pour chaque keyword. Et voilà. Et on attend. Alors le truc, c'est que une stratégie SEO, ça prend au moins 6 mois, des fois 1 an, des fois ça marche pas. Et donc moi, ce que je fais pour contrer un peu ça, parce que en fait c'est hyper dur de se dire je vais bosser pendant 6 mois, pendant 1 an, à produire du contenu toutes les semaines ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, sans avoir de retour immédiat. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je recycle tout le contenu que je produis, je le recycle le plus que je peux. Donc, en général, je fais des contenus longs que je mets sur un blog qui permettent d'augmenter le référencement de mon app, de mon site, peu importe. Et ensuite, tout mon contenu, il est repartagé sur des communautés. Toutes les communautés auxquelles j'ai participé pour le lancement et qui ont eu un bon retour pour moi, et ben, je vais partager mon nouveau contenu avec en dessous, tout en bas, un lien vers l'article de mon blog. Si je peux le recycler aussi en vidéo YouTube, je vais le faire. Si je peux le recycler en post sur Facebook, post sur Instagram, si je peux le recycler en thread sur Twitter, tout ça, ben voilà. En fait, l'idée c'est que créer du contenu c'est compliqué, donc on va le faire, essayer de le faire bien, et à chaque fois qu'on prend du contenu, on le reprend, on le rebalance de manière transformée un petit peu pour que ça colle au format que les communautés attendent, et ça nous permet d'avoir du trafic tout de suite. Et d'avoir du lien en plus tout de suite, donc ça permet de booster un peu le SEO tout de suite, en attendant d'avoir l'effet long terme qui arrivera dans plusieurs mois. Alors je vois Alex qui me demande si c'est mieux de faire du self-hosted ou du Medium. Moi je conseille de faire ça sur ton URL. Donc peu importe la technologie, mais tu prends un WordPress ou un Ghost ou un je sais pas quoi, et tu mets ton blog dessus, et après tu partages l'article, tu le mets sur Medium. Et tu dis que tu peux faire du backlink avec ça, avec Medium. Tu lui dis que l'article original est chez toi. Et comme ça, ça te permet d'utiliser le network, l'audience de Medium. Tu vas voler l'audience de Medium, en fait, encore une fois. Mais tu gardes ton contenu chez toi sur ton URL, c'est ce qu'il y a de mieux. Et Mathieu qui me demande comment est-ce qu'on fait pour cross-post de manière efficace. C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse. C'est-à-dire que, en fait, créer du contenu, c'est assez horrible parce que c'est difficile. Enfin, au début, c'est assez ingrat, quoi. Et ça prend beaucoup de temps. Le seul truc que je peux conseiller, c'est d'essayer encore une fois, d'avoir un format qui colle à la communauté. C'est-à-dire que sur Twitter, tu vas prendre des bullet points que tu vas transformer en thread, ton article de blog. Sur Reddit, ça dépend des communautés. Il y a des communautés qui aiment bien les articles bien longs, auquel cas tu vas faire ça. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir peut-être une vidéo, auquel cas peut-être ça vaut le coup de faire une vidéo YouTube. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est à chaque communauté, tu regardes les posts qui fonctionnent le mieux et tu essaies d'adapter ton contenu que tu as créé
sur les posts qui fonctionnent le mieux. Ça va te permettre de cross-poster ton contenu et d'avoir le plus de trafic possible, le plus de upvote possible et de backlink possible. Ensuite, donc ça c'est pour la stratégie contenu, SEO contenu. Ensuite, deuxième stratégie un peu plus long terme, quand on commence à avoir un produit qui tourne et que on veut gagner et monter un peu en gamme en termes d'acquisition, on va aller chercher tout ce qui est relations presse. Donc à mon avis, dans ce slide-là, il y a deux parties. Il y a la partie relations presse plutôt bas niveau, on va dire, que j'ai mis dans guest posting et dans Arrow. En fait, guest posting, c'est juste des articles, c'est des blogs ou des blogueurs qui du coup veulent eux créer leur propre référencement. Et en fait, vu que créer du contenu c'est compliqué, et en fait ils vont pouvoir demander à d'autres gens de venir créer du contenu chez eux. Et en échange, en général, tu peux mettre un lien vers ton site à toi. Donc ça peut être une bonne opportunité pour à la fois créer du SEO et aussi voler un peu de l'audience de ces blogs-là. Alors on trouve de tout dans le guest posting. Encore une fois, il y a des adverts qui existent. On trouve de tout. Il y a des gros trucs et il y a aussi des tout petits blogs. Donc à vous d'adapter en fonction. Il y a aussi un truc qui s'appelle Arrow, qui est plutôt anglophone. Je crois pas qu'il y ait il y a pas de francophone. Arrow, c'est Help a Reporter Out. En fait, c'est une liste 3 fois par jour. Vous recevez par mail une liste de sujets que des journalistes veulent traiter et pour lesquels ils ont besoin d'avoir des témoignages, d'avoir du contenu, ce genre de trucs. Et donc, quand vous cliquez dessus, ça permet d'envoyer un mail et vous dites ouais, salut, je m'appelle Xavier, j'ai fait tel truc, ça fait 10 ans que je fais ça, je pense que je sais pas quoi, tac, 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 vous faites des bullet points. Et après, souvent, le journaliste vous recontacte et ça permet d'avoir des articles de presse. Encore une fois, dans Arrow, il y a un peu de tout. Des fois, il y a des tout petits blogueurs voilà, qui valent pas le coup, mais des fois, vous avez des gros trucs, vous avez Forbes, des trucs comme ça. Donc, si vous voulez avoir un peu de présence dans la presse, ça peut être assez efficace. C'est assez long et pénible à faire, Arrow, parce que 3 fois par jour, il faut scanner les mails et tout ça. Mais ça vaut le coup si on s'y met sérieusement. Et le dernier truc, pour avoir de la presse, c'est d'aller faire de l'email ultra personnalisé sur des journalistes. Je vais vous donner un exemple. J'ai un pote qui bossait dans une startup qui était une startup plutôt avancée de gaming. Ils avaient déjà levé une série B, je crois, donc ils avaient commencé à avoir du vrai financement. Et donc ils cherchaient de la presse. Et parce qu'il venait juste de lancer une nouvelle feature. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir sur TechCrunch tous les articles de gaming. À la fin de l'article, il y a l'auteur de l'article. Il a récupéré la liste de tous les journalistes qui faisaient du gaming sur TechCrunch. Il s'est débrouillé pour récupérer les emails. Je crois qu'il y a directement les emails des mecs, des profils des journalistes, je crois, sur TechCrunch. Et en fait, il a fait des emails ultra personnalisés à la dizaine de personnes qui étaient journalistes sur TechCrunch. Et ça lui a permis d'avoir un article sur TechCrunch comme ça. Donc en fait, la meilleure façon, je pense, d'avoir des articles sur des gros sites comme TechCrunch ou peut-être French Web pour nous qui sommes francophones, c'est d'aller essayer de créer du lien, donc du vrai lien avec des journalistes. Donc aller les voir, essayer de les contacter, mais pas de manière automatisée, le truc le plus propre possible et le plus personnalisé possible. Et enfin, troisième stratégie plutôt long terme. Encore une fois, on peut aussi utiliser. Tu peux passer, Martin, s'il te plaît. Voilà, c'est les pubs. Alors, j'ai mis dans le long terme, même si on peut utiliser les pubs sur du court terme, sur du lancement, ça peut être aussi une très bonne idée de, par exemple, se dire voilà, j'ai une idée, je fais une landing page où je mets 500 balles de pub ou 300 balles de pub sur Facebook, je vois ce que ça donne, et si j'ai pas de retour positif, je vire l'idée, je fais autre chose. Donc ça peut aussi être sur du lancement, mais en général, on utilise la pub un peu plutôt sur du long terme. Quand tu commences à avoir un petit peu de revenus, on recycle ça dans de la pub. C'est pas évident d'avoir des campagnes de pub qui fonctionnent. Ça demande du travail. Typiquement, moi, il y a des produits sur lesquels j'arrive toujours pas à avoir des campagnes de pub qui fonctionnent. Et je continue à chercher parce que les pubs, c'est génial. Si à partir du moment où vous avez des campagnes de pub qui fonctionnent avec des mots-clés, par exemple, qui sont pas forcément trop saturés,
Enfin, c'est top, quoi. C'est-à-dire que ça peut complètement suivre votre croissance. À partir du moment où vous savez que si vous mettez 100 balles de pub, vous arrivez à récupérer en moyenne 150 balles de revenus, bah, il suffit de mettre 1000 et vous allez avoir 1500, il suffit de mettre 10 000 et vous allez avoir. Voilà. Les pubs, c'est assez top à faire en parallèle, en fait. Encore une fois, sur tous les différents canaux d'acquisition, l'idée, c'est de tester tout et de garder en parallèle les trucs qui marchent. Il ne faut pas faire un all-in sur un truc. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Je vous disais que j'ai commencé en septembre à lancer mes produits sur Twitter notamment. Donc, Twitter, c'est mon premier canal d'acquisition. Et ça marchait super bien parce qu'en plus, j'ai vu que je lançais un nouveau truc tous les mois. Ça gardait un espèce de momentum. Et tout ça, donc j'avais des ventes assez régulières. Tout marchait bien. Et puis en fait, je suis parti en vacances au mois d'août et je suis parti tout le mois d'août. Et j'ai débranché parce que j'en avais besoin. Et en fait, en août, j'ai fait, je crois, 0 $ de revenus. Juste parce que j'avais un seul canal d'acquisition, quasiment. Et en fait, si on publie pas de contenu sur Twitter, bah, vos tweets ne s'affichent plus, vous n'avez plus de trafic, et donc c'est fini. Et donc c'est là où je me suis dit d'ailleurs, il va falloir que je passe à une stratégie un peu plus moyen-long terme sur du SEO pour pouvoir faire autre chose et pas être obligé de pousser tout le temps. Donc voilà, on essaie de garder en parallèle des canaux d'acquisition, et la pub et le contenu, c'est deux trucs qui vont très très bien ensemble. Pour résumer rapidement cette conf, qui était un peu une vue d'ensemble de tout ça, le premier truc, c'est qu'on communique dès qu'on a l'idée, si possible, ou dès qu'on a l'idée, on fait une landing page, un truc qu'on fait en 2 heures, et on communique dessus. Comme ça, on a les premiers retours tout de suite. On peut itérer d'abord sur l'idée, puis ensuite on itérera sur le produit. Pour aller chercher ses premiers clients, et ensuite, on va aller chercher les clients là où ils sont. Donc, on fait un espèce de client type. On essaie de réfléchir à où est-ce qu'il peut passer son temps en ligne, ce garçon, ou cette fille, et on va aller pousser du contenu et aller faire coucou là où sont les gens directement. Et ensuite, sur du long terme, on va être dans une boucle où on crée du contenu, on le distribue le plus possible, on le recycle le plus possible aussi, et après on recommence, on crée, on distribue, on recycle en fonction des plateformes, et on continue. Et c'est un peu la boucle infernale de la création de contenu. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair. Si vous avez des questions sur ce talk, si des remarques, des insultes, allez-y. Ah, il y a même des applaudissements. Du coup, pour les questions, si vous avez des questions, vous pouvez faire. Vous m'entendez, oui? On Yes. t'entend, ouais. Ouais, vous pouvez faire l'accueil ici et vous montez sur scène pour venir poser vos questions et qu'on vous voit. Ça sera un peu plus sympa. Moi, je vais commencer avec une. Il y a un des trucs que j'ai remarqué en tant que maker, c'est que t'as pas énormément d'énergie. Déjà, quand tu fais du marketing, que t'en fais un peu, c'est bien, mais au tout début du podcast, moi, je me dispersais beaucoup. Et du coup, est-ce que tu as un moyen d'un petit peu savoir, en fait, genre à quel moment tu dois choisir certains canaux plutôt que d'autres, ou est-ce que tu gardes tout le temps que ça grimpe? C'est un peu quoi ta stratégie là-dessus? Ouais. Alors, il y a un truc que j'ai pas dit pendant le talk, que j'ai noté, je pense, dans le slide et que j'ai pas dit. C'est déjà que moi, j'essaie de faire 50-50. Je pense que c'est une assez bonne pratique. En fait, j'essaie de faire même moins que ça. Donc 50% de build, 50% de marketing. Et ça permet du coup de gérer un peu l'énergie, de se dire, bon, par exemple, cette semaine-là, je build, donc je ferme tout, je baisse la tête et je fais du code. Et puis la semaine d'après, je parle de ce que j'ai fait, quoi. Du coup, ça te permet d'éviter un peu le truc où, enfin, je sais pas moi, ou en tout cas, ça me fait ça. Dès que je commence à coder un truc ou construire, peu importe, même en no-code, je suis à fond là-dedans et me dire, putain, il faut que j'arrête parce que il faut que je passe 1 heure derrière à devoir en parler, ça me gonfle, j'y arrive pas, ça me met dans un état de stress enfin, j'ai pas les mêmes cerveaux qui fonctionnent en même temps, c'est fatigant. Donc ça, c'est le premier truc. Après, sur le choix des canaux d'acquisition, c'est une bonne question. Euh, Moi, ce que je fais, c'est que je teste. Je teste et j'en garde 3-4 qui fonctionnent et je vais à fond là-dessus. Et de temps en temps, je retosse des nouveaux, en fait. Mais j'ai pas vraiment de formule magique, en fait.
Oui, je m'attendais pas à ce que tu me donnes une formule magique, mais c'était un peu voir comment toi tu faisais parce que j'ai vaguement l'impression de faire n'importe quoi, de me dire, ça a l'air de marcher là, puis d'essayer, puis après d'arrêter parce que, en fait, c'est difficile de se dire, ok, ça marche un peu ou ok, ça marche bien, et du coup de se dire, il y a vraiment un intérêt à continuer à le faire ou pas, tu vois. Ouais. Ouais. Alors tu parles par exemple sur ton podcast? Bah, par exemple, sur le podcast, là, tout à l'heure, juste avant qu'on commence la conférence, pour la conf, je suis allé poster un peu partout sur plein de Slack et tout. Je pense que ça peut être intéressant. Et Ouais. ça, c'est un truc que je fais très sporadiquement. Tu vois, des fois, je le fais, des fois, je le fais pas, parce que je sais pas vraiment s'il y a un impact. Du coup, je le fais un peu de temps en temps quand j'y pense, quoi. Ouais. Bah moi typiquement, ce genre de truc là sur les Slack, j'ai arrêté de le faire parce que avant j'étais comme toi, j'avais une liste de Slack de ouf. Et en fait, j'ai quasiment jamais eu de réponse, ou très très peu, quasiment pas eu de visite, ou très très peu. Et en fait, je me dis que ça vaut pas le coup et que je préfère faire autre chose. Et faire des Ok. trucs qui fonctionnent. Donc, c'est un peu le truc de Daniel Vassalo là sur le 80-20 sur le 80-20. J'essaie d'avoir les 20% de trucs qui me rapportent le 80% du trafic. Et le reste, je laisse tomber. Ouais, je comprends. Mais bon, en fait, c'est toujours, en fait, ça génère toujours un peu la frustration de dire putain, mais il y a les autres que je pourrais peut-être avoir un peu plus. Mais en même Oui. temps, enfin, voilà, quand t'es tout seul, tu peux pas tout faire. C'est trop chaud. Yes. On avait deux questions après. Il y a Mathieu, si tu veux monter sur scène pour poser ta question, ou on peut y répondre aussi à l'écrit, mais je pense que c'est cool de Oui. venir et de. Yes. Vas-y. Je vais mettre ma... Bonjour. Salut. Ouais, Salut. en fait, moi, je voulais peut-être revenir plus sur la première partie où on doit parler à des gens, parce que, en gros, moi, j'ai plus un background de développeur. Et c'est vrai que bah, je suis quand même assez collé sur mon ordi et j'aime bien, bah, enfin, du coup, faire du produit, quoi. Et c'est vrai que tout ce qui concerne le marketing, bah, j'ai appris un peu à comprendre ce que c'est. Mais pour moi, vraiment, j'ai trop du mal à. Enfin, déjà, tu vois, la partie que tu as dit, là, genre, de prendre les outils là, pour récupérer des emails et Ouais. du coup d'aller sur Limlist, de faire des canaux, tout ça. Et bah, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, tu dois écrire un email, tu écris à des gens, tu dois savoir de quoi tu parles. Enfin, en fait, moi, ça me fait un peu genre, ouais, bah, Chier. il y avait un truc à RGPD. J'ai Ah oui. vraiment l'impression que je sais pas, tu t'autorises un droit. Et j'ai l'impression, en fait, pour moi, la stratégie qui marcherait mieux, enfin, moi, à mon niveau, serait plus finalement de prendre mes canaux qui existent, du genre mon compte Twitter, mon compte LinkedIn, tout ça, et Ouais. de poster plus là-dessus, quoi. Voilà. Ouais. Alors, bah, il y a deux trucs. La première, c'est que effectivement, si t'arrives à avoir enfin, si ton produit correspond aux gens que tu as sur LinkedIn ou sur Twitter, bah, ça fait un canal d'acquisition tout trouvé et c'est cool. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et le deuxième truc sur le marketing et le fait que, en gros, ça t'embête d'aller faire chier les gens, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça. J'ai l'impression Ouais. de je vais spammer des mecs. En fait, il faut pas que tu le prennes comme ça. Ou alors, il faut. En fait, moi, je pense que j'ai débloqué un truc le jour où j'ai compris que euh, faire du marketing ou faire de la vente, c'était pas convaincre un mec à tout prix d'acheter ton aspirateur qui sert à rien, quoi. Tu vois, on a tous un peu, enfin moi en tout cas j'avais un peu l'idée du mec qui vient avec sa mallette, qui met le pied dans la porte et qui dit achète mon truc. Et tu dis mais non, mais j'en ai pas besoin. Ta gueule, tu achètes mon truc. Tu vois. Alors qu'en fait, tu peux le prendre tu peux le prendre dans un autre truc, et tout en étant, c'est pas du bullshit, mais de dire, je suis en train de passer beaucoup de temps à faire un outil pour des gens, et en fait, normalement, mon outil résout des problèmes. Donc l'idée, c'est juste de récupérer les gens qui ont ce potentiel problème et de leur dire, hey, regardez, j'ai fait ça, je pense que ça peut vous aider vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Et là, en fait, du coup, quand tu passes sur ce mode-là, t'es plus en mode harcèlement ou en mode spam, t'es vraiment en mode, c'est toujours du démarchage et du Mais marketing, mais après, du coup, c'est aussi dire quelque part d'avoir une sorte de produit un peu un MVP ou des choses comme ça, quoi. Mais bon, ouais, je crois qu'il faut manier les deux, quoi. bah, ouais, il faut faire les deux, ouais. Il faut faire les deux. Ok. Bon, merci. Bah, de rien.
Merci. On a Mehdi aussi qui voulait poser une question. Peut-être si tu veux la poser à l'oral, sinon on peut répondre à l'écrit aussi. Est-ce que tu nous entends, Mehdi? On a perdu Mehdi. Du coup, sa stratégie, c'était, sa question, c'était, Plusieurs pays. ouais, pour plusieurs pays, plusieurs langues, comment tu fais? C'est une vraie question que je me suis posée aussi. Alors, plusieurs pays, la question se pose pas vraiment s'ils parlent tous anglais. Ça, c'est cool. Plusieurs langues, c'est plus compliqué. Et moi, j'ai pas la réponse, je crois. Parce que tu vois, typiquement, mon podcast en français, j'arrive pas du tout à le promouvoir avec les mêmes façons. Donc, j'ai une technique particulière pour le podcast en français que j'utilise pas du tout pour mes produits qui sont en anglais. Et quand je poste des messages en français sur Twitter, typiquement, ma timeline, elle comprend pas trop ce que je raconte. Donc je pense qu'il faut avoir des stratégies parallèles, en fait. Faire la même chose, mais le faire 2 fois sur 2 langues différentes. Ok, intéressant. Moi, ce que j'ai vu de mon côté, c'est niveau, en fait, soit tu vas viser plutôt une niche du coup française et du coup tu vas rester dessus. En fait, c'est super dur de se dédoubler, surtout quand tu es tout seul Ouais. ou en toute petite équipe quand tu débutes. Ouais. Du coup, en général, j'essaie de tout faire dans un endroit, comme je t'ai dit pour les réseaux sociaux. Finalement, je réduis le scope au minimum. Parce qu'en Ouais. fait, t'auras peu d'impact sur 2 sujets. Enfin, je vais appeler ça des sujets, mais 2 langues différentes, c'est pour moi 2 sujets différents, quoi. Comme tu disais, c'est pas les mêmes outils, c'est pas la même culture, il y a plein de choses différentes. Ouais. Et du coup, ça va être super dur d'impacter aussi bien 2 trucs différents, alors que t'es toi tout seul, et tu aurais peut-être plus d'impact à en faire qu'un et en le faisant mieux, quoi. Ouais. Alors moi, ma technique là-dessus, c'est clairement de faire tout en anglais, quoi. En fait, moi, je fais tout en anglais. Tout mon contenu que je produis, à part ce podcast, qui est un peu en mode hobby, on va dire, mais sinon, tous les trucs qui sont là pour générer du revenu, c'est en anglais. Et j'essaie d'avoir la culture américaine, ou je sais pas trop, globish, on va dire. Donc, tout en anglais, quoi. Après, tu peux avoir un intérêt à dire non, non, moi je veux faire un truc spécifique en français parce qu'il y a un besoin particulier en français ou parce que c'est une niche particulière. Auquel cas, tu feras tout en français, j'imagine. Après, effectivement, quand dois devoir gérer 2 langues, ça veut dire même d'un point de vue tech, c'est en général assez chiant à faire. Ça fait 2 trucs à maintenir en parallèle. Enfin, c'est à mon avis trop compliqué. Et du coup, ouais, c'est ça. C'est en gros, tu dois presque doubler ton effort marketing quand tu as besoin de le faire sur 2 langues différentes, quoi. Déjà qu'on le fait pas beaucoup. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas, en fait, je sais pas si Mehdi, tu peux nous en dire un peu plus, si c'est une idée que tu as ou si tu as déjà un truc qui est en 2 langues différentes. Pourquoi est-ce que tu poses, ou est-ce que c'est de la curiosité? Tu peux répondre à l'écrit ou alors à la Mehdi comme tu veux. Tu peux activer ton micro sur Jitsi si tu passes la souris à droite. Tu peux activer le micro et la caméra. Le projet qu'il est en train de tester. Ok. Ok. Ouais, du coup, c'est un truc qui débute. Donc, plutôt ce qu'on disait de se focus sur un seul des canaux au début. Ouais, c'est ce que je ferais, moi. Je pense il y a une grosse part d'ego. En tout cas, moi, je l'ai eu dans mes projets où tu te dis, ah ouais, mais du coup, si je fais en français, à un moment, le switch, il va être difficile. Et si tu veux atteindre plus gros, tu sais, c'est un peu genre le gâteau, il est plus gros, donc t'as envie de commencer en anglais. Ouais. Ben, en vrai, si ton audience de base est en français, tu la jettes par terre, quoi. Moi, je l'ai vu pour les conférences, d'ailleurs, je voulais les faire en anglais et tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est une vraie question à se poser quand tu commences, mais je pense qu'effectivement, il faut faire l'un puis l'autre, ou l'un ou l'autre, mais les deux en même temps. Au début, c'est difficile. Après, on pourra peut-être en discuter un peu plus avec Mehdi après. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Younes, Muriel, Alex? Vous pouvez poser vos questions. On est là pour ça. Xavier s'impatiente. Ah, je suis tout content avec mon avatar. Ouais, c'est assez rigolo comme.
d'avoir le petit univers où on voit les bonhommes dans la scène Ouais. et le chat sur le côté. Mais je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Merci beaucoup pour ce talk. C'était vachement intéressant. Ouais, merci pour l'invitation, c'était cool. Trop bien. Et ben, du coup, pour tous nos auditeurs, on a une autre conférence la semaine prochaine à la même heure. Soyez à l'heure. Et sinon, on peut se faire un petit débrief pour ceux qui veulent passer un peu de temps en off, juste en dehors de la salle de conférence. Ça roule. Merci. Salut. Ciao.